gravitation sont Dieu. Ben oui. Donc quand vous tombez des escaliers, là, sur l'effet de gravitation, vous êtes en train de rendre une action de grâce sans le savoir. C'est une naïveté déconcertante. Parce que ce genre de phrase laisse entendre que les lois physiques sont transcendantes par rapport à l'univers. Il y avait les lois de gravitation, alors qu'il n'y avait pas de matière, pas d'espace, pas de temps, mais il y avait les lois de la gravitation. Et voilà ce qu'elles étaient. Et comment des lois physiques peuvent-elles avoir le pouvoir de créer l'univers empirique qui va leur obéir? Ça, on ne le dit pas. Quel est le pouvoir de création des lois? Et vous savez que une des grandes questions qu'on se pose, et on ne la résoudra jamais parce que c'est une question métaphysique, c'est la question du statut des lois physiques. Est-ce que les lois physiques sont immanentes ou est-ce qu'elles sont transcendantes? Dans la vie quotidienne d'un physicien, on s'en fiche. Mais quand un physicien se met à parler de l'origine de l'univers en invoquant les lois physiques, évidemment, cette question se pose. Est-ce que l'univers a évolué ou même a été créé selon un arsenal législatif qui était déjà là? Ou est-ce que les lois physiques apparaissent au moment où les entités qui leur correspondent apparaissent eux-mêmes dans l'univers? Alors les philosophes ont traité ces questions, mais on n'a aucun moyen de savoir lesquelles ont raison. Je vais vous poser la question d'une façon naïve. Imaginons que l'univers a vraiment une origine, ce que je ne sais pas. Ça veut dire qu'il a été précédé par rien. Si l'univers a été précédé par rien, ça signifie qu'il n'y a pas toujours eu des électrons. Ça veut dire que les électrons ont commencé d'apparaître, je ne sais pas comment, à un certain moment. Moi, je m'intéresse aux deux premiers électrons qui sont apparus. Comme vous savez, ils ont une charge électrique négative, donc ils se repoussent. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi est-ce que je dis que les électrons se repoussent? La réponse, c'est parce que je suis allé à l'école. Hein, on m'a appris la loi de Coulomb. Mais les électrons ne sont pas allés à l'école. Donc comment les deux premiers savent qu'ils doivent se repousser? Est-ce que la loi de Coulomb est inscrite dans leur propre structure? Est-ce qu'elle est inscrite dans la structure de l'univers? Est-ce qu'ils lisent la loi sur un tableau noir? Est-ce qu'ils obéissent à des ordres? Ou est-ce que dans une ébauche de démocratie participative, ils négocient avec l'univers en lui disant voilà, on a une charge négative, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ben, vous voyez, mais en fait, personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. D'accord? Est-ce qu'il faut reprendre les idées de Platon et imaginer comme dans Timée qu'il y a le monde des idées, qu'on appellerait nous le monde des lois, le monde empirique, et entre les deux un démiurge qui fait en sorte que le monde empirique ressemble à ce que disent les lois? Personne n'a cette naïveté aujourd'hui. Du coup, le statut des lois physiques et la question métaphysique qui subsume discrètement, parce que personne n'en parle, la question de notre discours sur l'origine. Ça, c'est une autre remarque qui est, je pense, importante. Alors maintenant, je vais aller dans le vif du sujet. Et je pense que vous êtes tous habitués des conférences, donc vous savez à peu près comment ça s'est passé au XXe siècle. On dit assez souvent que, j'ai même relu un livre de cosmologie il n'y a pas longtemps, il a fallu attendre le XXe siècle pour comprendre que l'univers a une histoire. Donc, personnellement, je déteste ce genre de phrase, parce qu'il a fallu attendre, ça laisse entendre que les gens attendaient. Donc les gens étaient là au 19e, et ils disaient, tiens, on attend que quelqu'un nous dise que l'univers a une histoire. C'est évidemment absurde, d'autant plus que toutes les cosmogonies racontent des histoires de l'univers. D'ailleurs, s'il n'y avait pas d'histoire dans les cosmogonies, il n'y aurait pas de cosmogonie. Il n'existe pas de cosmogonie qui ne raconte une histoire de l'univers. Donc, nous expliquer que la découverte de l'évolution de l'univers est une grande surprise, c'est se moquer de nous. D'autant que Planck, que j'ai déjà cité, a écrit lorsqu'il était jeune un livre, Traité du ciel,
dans lequel il explique l'évolution de l'univers et même son origine. Évidemment, l'univers dont il parle, c'est la Voie lactée, et il explique les processus. La gravitation, mais aussi une force antigravitationnelle qu'il invente, qui permet de comprendre comment le système solaire s'est constitué. Donc il raconte une histoire de l'univers. De même, au XIXe siècle, quand les thermodynamiciens appliquent le second principe de la thermodynamique à l'univers et prévoient la mort thermique de l'univers, ils parlent bien d'une évolution de l'univers. Donc pourquoi est-ce qu'on nous raconte que personne avant le XXe siècle n'avait envisagé une histoire de l'univers? Alors je me moque de cet ouvrage, parce qu'ils ont profondément tort, mais en même temps il y a quelque chose de vrai dans ce qu'ils disent. Et qu'est-ce qui est vrai? C'est que lorsqu'un physicien du XXe siècle dit l'univers a une histoire, il ne dit pas exactement la même chose qu'un physicien du XIXe qui dit l'univers a une histoire. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, il y a Einstein. Quand un physicien du XIXe parle de l'univers, il parle d'une espèce d'enveloppe qui contient tous les objets physiques. Et donc quand on dit à cette époque-là que l'univers a une histoire, on veut dire que les éléments qui constituent l'univers ont une évolution. Alors que quand on dit au XXe siècle l'univers a une histoire, on veut dire que l'univers lui-même a une histoire. Et qu'en fait l'univers est un objet physique qui évolue. C'est pour ça que j'ai parlé d'Einstein. Parce qu'Einstein, exactement en son temps, a élaboré une nouvelle théorie de la gravitation, la relativité générale, je pense que vous la connaissez, qui change complètement la façon de comprendre la force de gravitation. C'est plus une force qui s'écarte dans l'espace, c'est une déformation de l'espace-temps. Je pense que vous connaissez ça par cœur. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le côté vraiment révolutionnaire de la relativité générale, c'est de nous proposer un formalisme mathématique qui nous permet de considérer l'univers lui-même comme un objet physique. Et non plus comme l'enveloppe qui contient des objets physiques. Autrement dit, l'univers se voit attribuer des propriétés globales qui ne sont pas réductibles à des propriétés locales. Par exemple, la courbure généralisée de l'espace-temps, ce n'est pas une propriété de quelque chose de l'univers. Dans l'univers, c'est une propriété de l'univers lui-même. Et quand Einstein, aidé par d'autres, a découvert que ces équations n'avaient pas de solution stationnaire, alors que lui pensait que l'univers était stationnaire. Dire que l'univers est stationnaire, ça ne veut pas dire que rien ne bouge dans l'univers. Il voyait bien qu'il y avait des objets qui bougent, les étoiles. Mais il pensait que les étoiles bougent comme elles ont toujours bougé. Autrement dit, dans l'univers, il y a des mouvements, mais il n'y a pas d'historicité. Et comme Einstein vraiment pensait que l'univers était stationnaire, vous savez, il a transformé son équation, a introduit la constante cosmologique de façon complètement bizarre. Et cette constante cosmologique, quand elle est bien ajustée, a des effets qui compensent les effets contractants de la gravitation. De sorte que si elle est bien réglée, l'univers peut demeurer stationnaire, les effets de la gravitation étant compensés exactement par les effets de la constante cosmologique. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Il y a des théoriciens comme l'abbé Lemaître, Friedman, qui s'amusent avec les équations d'Einstein et qui montrent que, selon ces équations, en effet, l'espace-temps évolue. Dans le même temps, Hubble fait ses premières mesures du mouvement des nébuleuses, les galaxies, donc vous avez des nébuleuses à l'époque, dans une partie du ciel tout petit par rapport à celle qu'on connaît aujourd'hui, et c'est suffisant pour qu'ils voient que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et comme vous le savez sans doute, Hubble interprète ce qu'il observe comme une fuite des galaxies. Les galaxies se fuient les unes les autres à des vitesses qui sont d'autant plus grandes que leur distance mutuelle est plus grande. Et pour Hubble, et je crois qu'il a gardé cette idée jusqu'à la fin de sa vie, c'est la preuve qu'il y a un mouvement des galaxies dans l'espace. Il y a un mouvement des galaxies dans l'espace. Et c'est
L'abélomètre, c'est une histoire compliquée avec des ossifères, je ne vais pas vous raconter tout ça, que vous connaissez sûrement. Mais c'est, je crois, l'abélomètre qui réinterprète les observations de Hubble dans le cadre de la relativité générale. Et c'est bien la preuve d'ailleurs que les faits, comme on dit en science, ne sont pas du tout indépendants de l'interprétation que l'on donne. Parce que si vous prenez les mêmes faits, en l'occurrence ceux qui ont été obtenus par les observations de Hubble, et que vous les réinterprétez dans le cadre de la relativité générale, leur signification change complètement. Au lieu de dire, comme Hubble le disait, que les galaxies se fusent les unes de l'autre dans l'espace, vous dites que les galaxies sont immobiles. Et c'est l'espace qui les sépare qui se dilate. C'est pas la même